Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. De bande dessinée, de gogno et de matraque molle, bienvenue à E égale RG2, un projet de la chaire de recherche en études thétino-ludiques de l'Université du Québec à Beauceville. Mon nom est François Anger, accompagné ce soir de Tania Beaumont. Allô? De Guillaume Plante. Salut tout le monde. Et d'Olivier Morissette. Salut! Eh bien, on ne s'est pas vu tout le monde depuis le 23 juillet. On a le dernier épisode de la saison 5 sur Watchmen. Quoi de neuf depuis? Rien. Absolument rien de mon côté. Non, rien. J'allais dire j'ai acheté un nouveau tapis, mais je veux dire rien. Bon, mais c'est super. Puis toi? Moi, rien non plus. Bon, J'ai absolument rien fait. Pourquoi on se retrouve comme ça au mois de décembre après plusieurs longs mois d'absence? C'est qu'à chaque année, depuis maintenant 3 ans, on fait nos coups de cœur BD. C'est-à-dire que chaque membre de l'émission va nous donner sa BD coup de cœur et on va en parler pendant toute l'émission. Je fais toujours le même avertissement. C'est vraiment nos coups de cœur. Alors, on ne prétend pas avoir tout lu, même qu'on ne prétend pas savoir lire. Donc, c'est nos coups de cœur et voilà, on va vous en parler pendant toute l'émission. Comment ça va se dérouler? C'est que chaque membre de l'émission va donner une offrande au goniomètre. Le goniomètre qui est l'entité un peu qui chapeaute l'émission depuis ses débuts. Le goniomètre qui est en fait la forme physique d'un appareil qui se nomme un goniomètre. Et Guillaume, qu'est-ce que ça fait un goniomètre? Bien, ça fait plaisir de vous rappeler qu'un goniomètre, ça sert à mesurer des gonios. Évidemment, pour faire une émission comme E égale RG2, ça prend beaucoup d'argent. C'est pas pour rien qu'on a pris plusieurs mois parce que les coffres de l'émission étaient à sec. Et donc, ça nous prend des commanditaires, ce qui m'amène à vous dire que cet épisode de E égale RG2 est une présentation de la mercerie Freddy Mercerie. Depuis plus de 40 ans, le meilleur endroit pour s'habiller comme une reine. Que ce soit pour une soirée à l'opéra ou pour une journée aux courses, vous trouverez tout ce qu'il faut avec notre nouvelle collection Printemps-été automne-hiver 2021. Seven Chemises of Rye, manteau bien chaud must go on, Bohemian Gypsody, Another One Piece de Dust, Brighton Robe, Short Art Attack, We Will Frock You, pantalon de Killer Cuir, bas en laine Merino Gaga et Don't Stop Mitten. Tous nos employés sont très bien payés et aucune vente ne se fera under pressure. Vous êtes une fat bottom girl ou une sweet lady? À la mercerie Freddy Mercerie, fini les innuendos sur votre body language. Et par Poivre et Sel, le désodorisant au bon goût de poivre. Ben oui. J'en porte d'ailleurs en ce moment même. Puis il faut dire que la mercerie fait la livraison, hein, puis le retour est gratuit. Fait que j'en ai profité d'ailleurs récemment. Oui, qu'est-ce que tu as acheté? Une We Will Frock You. Ouais, puis j'étais dû, là. Ben, c'est super. Je suis au chaud et dans le vent. Ça respire? Oh oui, pas mal, oui. Ce qui est le fun, c'est que tout dépendant de qui nous écoute, soit au Québec, soit en France ou en Europe, ben, le froc va changer d'utilité. Ah oui? Oui. Mm-hmm. Ben, moi, je tiendrais à dire aux auditeurs que c'est ce que vous pensez. C'est la bonne réponse. Et peu importe ce que vous pensez, Olivier le porte en ce moment. C'est ça. Alors voilà, merci à nos précieux commanditaires comme ça. C'est quand même incroyable depuis 4 ans qu'on puisse faire autant d'émissions avec un soutien quand même. Ça veut dire indéfectible. Indéfectible, merci. Merci Olivier, indéfectible de nos précieux commanditaires. Maintenant, oui, je vais pouvoir enfin renouveler ma carte de bibliothèque. Ben oui, comment ça se passe avec ça, là? Parce que moi, je ne l'ai pas renouvelé. Là. J'ai entendu dire qu'il était fermé, fait que j'ai pas pris la peine de. Mais toi, Guillaume, tu as continué? Oui, ben tu sais, sinon je perdais mon forfait bibliothèque Platinum Black. Fait que je ne voulais pas perdre tous mes avantages. Fait que je paye ça le gros prix à chaque mois là, pour un service qui n'est plus vraiment disponible proche de chez moi. Là. Ce forfait-là, c'est-tu lui qui donne des Air Miles? Oui. Oui. Ah ouais, je peux comprendre. Mais ouais, donc, hey, ça fait quand même ça fait 4 ans qu'on fait ça. On a parlé de tous les albums de Tintin. Ça, c'est la première saison. On a parlé des meilleurs et du pire de la bande dessinée. On a cherché Tintin dans plein de bandes dessinées incroyables. Et
curieusement, Olivier, c'est ton premier spécial de fin d'année. Ben oui, hein, il faut croire qu'à la fin de l'année, d'habitude, je ne suis pas devant mon micro. Tu es probablement les deux mains dans un achigan ou quelque chose comme ça. Ah, c'est ça. Puis cette année, ben, les achigans sont restés dans l'eau. Donc, avec vous. Ouais, Olivier qui était habitué de passer le temps des fêtes à frayer avec les saumons. Maintenant, il peut la passer avec nous. C'est ça. C'est dommage pour les saumons, mais tant mieux pour nous. Hein. Mm-hmm. C'est maintenant le temps de vous présenter nos BD coup de cœur et ça prend bien sûr une offrande au goniomètre. Et je crois que la première personne qui a eu le premier choix, dans le fond, qui a la meilleure offrande au goniomètre, c'est toi, Olivier. Oui, c'est moi. Puis ben, c'est ça, j'ai donné au goniomètre un tambour qui fait ratatchang-chang. Puis il a trouvé ça très intéressant là, que le tambour prononce le nom de ce petit ami chinois de Tintin. Là, puis je pense qu'il a aimé ça. Parce que je ne l'ai pas dit, mais il faut que les offrandes soient reliées au temps des fêtes à Noël ou tout simplement à la chanson Les 12 jours de Noël. J'ai choisi Alice de la collaboration de Jake Dion et Patrick Sénécal. Et en deuxième, on a Guillaume Plante. Oui, moi, je voulais y aller avec le choix numéro 1 au palmarès des 12 jours de Noël et donner une perdrix dans un poirier. Mais fait que j'étais allé à l'animalerie Dino, mais ils sont mélangés. Fait qu'ils m'ont donné un poirier dans une perdrix. Le goniomètre. Voyons donc. Oui, mais le goniomètre était content que j'aie pu farcir un petit oiseau avec un arbre fruitier. Fait que je suis quand même tombé dans ses bonnes grâces après plusieurs années à avoir des choix déplorables comme offrande. Maintenant, je suis deuxième et je suis vraiment fier. Mais ça me permet quand même de vous parler de mon choix paresseux, Les enquêtes de Scooby-Doo par Caton aux éditions Pau-Pau. Fait qu'aussi bien dire, Guillaume, qu'à chaque année, toi, tu prends le livre de Caton et tu te poses même pas la question. Yes, c'est Francis d'Ernest, Vianne ou Caton, je tombe là-dessus puis je suis correct. Là, on est tellement prévisible. Alors, moi, je suis allé avec un autre vers de la chanson des 2 jours de Noël. J'ai pris 5 anneaux d'or. Mais j'ai un peu mal interprété ce que ça voulait dire. En fait, j'avais compris 5 canaux d'or du minerai, pour ceux qui parlent en anglais. Donc, j'ai rempli 5 canaux avec du minerai de fer, donc le canal La Chine, le canal Rideau et 3 autres canaux que je n'ai pas eu le temps de googler. Et ça m'a permis d'avoir le 3e choix. Et j'ai pris l'adaptation, moi aussi une autre adaptation, comme Olivier, l'adaptation de la pièce de théâtre de Fabien Cloutier, Pour réussir un poulet par Paul Bordelot. Et finalement, Tania Beaumont. Moi, je suis en dernier, hein, donc ça n'a pas très, très bien été parce que j'ai offert au goniomètre 5 oies pondantes. Mais je sais que dans la chanson, c'est 6 oies pondantes, mais puisqu'elles étaient pondantes, il y en a une malheureusement qui est morte en couche. Oh! Eh oui, c'était pas facile. Fait que quand j'ai offert les 5 oies restantes, le moral n'était pas super. Puis Goniomètre était comme, il en manque une oie. Fait que je suis en dernier. Mais heureusement, surtout le lot de BD qui est sorti, il y en avait juste 3 qui étaient déjà prises. Donc, il me restait quand même pas mal de choix. Et je choix semi-paresseux parce que moi aussi, je suis chez Pau-Pau. Qu'on apprécie fortement et j'ai choisi le tome 2 des mystères de Uptown, l'ermite maudit. C'est une première, c'est la première. En tout cas, 4 éditeurs québécois, 3 en fait, là, mais que des éditeurs québécois. Yes. Dans nos choix coup de cœur. Et parce que Uptown, c'est un Américain ou une Américaine. C'est des Canadiens anglais, oui, de Nouvelle-Écosse. Voilà, mais il y a une traduction, je vais vous dire tout ça tantôt. C'est bon, c'est parfait. Donc voilà, et comment ça va se passer, c'est qu'on va faire un tour de table, chacun va nous présenter sa BD. Et en deuxième partie, le grand Gogno Quiz, où on va essayer de trouver des points communs à chacune de nos BD. Et on va même essayer, ce qu'on ne faisait pas avant, de trouver Tintin. On va essayer de voir quel est le taux total Tintin de chacune de BD, ce qui est devenu la tradition de l'émission depuis maintenant 2 saisons. Et on commence donc avec Olivier Morissette et Alice. Oui. Alice, hein, une BD qui est une relecture de la biographie d'Alice Robbie. Non, non, pas du tout. Alors c'était qu'un vil subterfuge. En fait, Alice, c'est une BD, une adaptation du roman de Patrick Sénécal qui était sorti dans les années 2000, en fait en 2000, qui nous présente
non pas une relecture d'Alice Robbie, mais une relecture de Alice au Pays des Merveilles. Mais cette fois-ci, dans un univers un peu plus sombre qui nous est présenté dans le roman. Donc, comme on le connaît bien, Patrick Sénécal et son penchant pour l'horreur et le thriller, c'est qu'il y a quelques années... Le Stephen King de Rosemont. Oui, oui. Ou de Drummondville. Drummondville, qui est dans ses livres. Oui. Donc, ça, il y a quelques années, Jake Dion et Patrick Sénécal s'étaient rencontrés, puis en discutant, ils avaient rêvé d'une adaptation potentielle d'un roman de Patrick Sénécal en BD. Puis, c'est Alice qui avait été choisie à l'époque, puis c'est Alice qui s'est concrétisée il y a quelques temps. La BD avait été sociofinancée là, sur la plateforme Ulule, plateforme de sociofinancement québécoise, peut-être pas. En tout cas, peu importe. Donc, avec le succès de ce sociofinancement-là, la BD a vu le jour. C'est une BD d'assez grande ampleur. Là. C'est un travail de 272 pages que Jake Dion là, nous offre sur la relecture de ce livre-là de Patrick Sénécal. C'est grosso modo, c'est un récit initiatique. Là. C'est l'histoire d'Alice là, qui se retrouve plongée dans un quartier de Montréal après une visite là, dans le métro. Quartier qui visiblement est peuplé de gens qui sont sans foi ni loi, là, sans morale. Il n'y a pas de police non plus dans ce quartier-là. Puis Alice se découvrira elle-même là, dans cette aventure-là. Je l'ai dit, c'est une relecture assez dark, disons-le ainsi, là, sombre de Alice au Pays des Merveilles. Là. Donc, il y aura usage de drogue. Alice se découvrira elle-même en occupant plusieurs métiers, dont le plus vieux métier du monde. Mais, pâtissière. Oui, c'est ça. Effectivement. Ouais. Puis, si vous connaissez un peu le travail de Jake, là, vous savez à quel point ça peut être qui a un style assez particulier, mais qui se prête bien à l'univers de Patrick Sénécal. Là. Donc, beaucoup de noir, là, ça a été fait directement à l'encre là, sur les pages. Là. Les découpages là, assez audacieux, là, je dirais. Là. L'univers de Alice est assez tordu, puis le découpage l'est aussi. Là, ça donne vraiment un effet là, assez intéressant. C'était une BD, vous allez la voir beaucoup cette année là, dans les palmarès de fin d'année, justement, parce que c'est quand même c'est très bien fait, là, la relecture de cette œuvre-là. On aurait pu facilement tomber dans le trop de sexe, dans le trop de violence, là, parce qu'il y en a abondamment dans le roman là, duquel c'est adapté, mais ça a été fait vraiment avec, en gros guillemets, là, beaucoup de retenue, là, surtout beaucoup d'intelligence dans tout ça. Il y a des affaires qui sont suggérées quand c'est le temps. Puis vraiment une belle relecture là, de cet ouvrage-là. Puis effectivement, un travail collectif là, entre Jake et Patrick Sénécal, là, publié d'ailleurs aux éditions, en copublication entre les éditions À lire puis les éditions Front Froid. Est-ce que tu as lu le roman original? Là? Oui, j'avais lu le roman original. Il y a plusieurs années, là, j'avoue que je ne me souvenais pas par cœur du roman, mais de ce que je me rappelais, là, c'est assez fidèle. Et pour la deuxième BD coup de cœur de 2020, Guillaume. Oui, alors je rappelle, je vais parler des enquêtes de Scooby-Doo par Caton, qui a été publié en 2020 aux éditions Par. Caton, c'est, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt, c'est pas mal une de mes BDS préférées en ce moment. J'ai comme la Sainte Trinité, Caton, Viviane, Francis Desharnais. Caton nous a offert avec... Caton, Guillaume, même Caton. Tout le monde devrait l'aimer. C'est vrai, c'est très vrai. On l'aime tout. Parce qu'elle nous a donné avec Iris la liste des choses qui existent aux éditions La Pastèque. Elle a fait Les Cousines Vampires aux éditions Par, plusieurs livres pour enfants, dont Mimosa et Sam, et une des meilleures BD que j'ai lues, Les Ananas de la colère, dont j'ai abordé il y a 2 ans pour mes coups de cœur de l'année, que je voulais parler aussi comme coup de cœur l'an passé, mais François voulait pas. Je voulais pas. Ça m'a fâché. Mais bon. Les enquêtes de Scooby-Doo, la genèse, ça vient pas de Ulule, ça vient pas de Kickstarter, non, ça vient d'une boutique Etsy. Parce que oui, Caton a comme une petite boutique Etsy sur le side où est-ce qu'elle auto-publie des fanzines. En 2017, elle a fait le fanzine intitulé Scooby-Doo et le mystérieux Barry,
suivi dans 2019 par Scooby-Doo joue le jeu et programme double en 2020 avec les indiscrétions de Scooby-Doo et des roses pour Scooby-Doo. Sur sa boutique Etsy, il y avait aussi le fanzine Bon en dessin qui compile des prix que des gens ont gagnés au concours de dessin des caisses populaires des jardins avec des petits collants dessus. C'est juste une note de bas de page de même, mais c'est très drôle. Scooby-Doo était très drôle aussi, donc les éditions Pampard ont décidé de regrouper ça dans un seul album avec 6 nouvelles histoires en plus, avec des nouvelles couvertures et des fausses publicités riches en ketchup pour qu'on sente comme dans un bon vieux recueil de Archie, avec même des spin-offs avec les personnages un petit peu plus jeunes. Et c'est splendide. Alors, c'est quoi? En théorie, ça devrait être les aventures du chien détective, du détective Sammy et de son fidèle chien Scooby-Doo. Mais en vrai, on est plus témoin de la vie catastrophique de Sammy qui s'enfonce en spirale dans la dépression, qui attend désespérément un appel pour qu'on lui confie une intrigue quelconque, et qui, en attendant, n'a personne d'autre à parler à part un chien clairement pas en santé, qui est seul à constater le drame et le ridicule de leur situation. Ça ressemble vraiment à Tintin et Milou, mais malheureusement, Scooby-Doo, c'est pas Milou, il parle pas et on ne sait jamais le fil de ses pensées. Seulement quelques petits aboiements et beaucoup de râles d'un chien probablement obèse qui cherche désespérément son air, un peu comme moi en ce moment. Ils vont quand même réussir à vivre des péripéties dans une mine abandonnée, un dépanneur peut-être hanté, un salon de bingo, à la plage et dans un parc d'attractions. Ceux à qui je n'ai pas parlé de Caton encore savent donc pas que l'univers de Caton, c'est de la gomme ballon qui peut être assez troublante parfois. Tout est cute, tout est adorable, mais c'est d'un absurde incommensurable. Tout est vraiment drôle. C'est vraiment un pastiche de Scooby-Doo, on ne va pas se cacher, parce que certains vont observer un petit parallèle entre Scooby-Doo et Scooby-Doo. Il y a un G à la place du C. OK, là, je viens de comprendre. Oui. Je viens de catcher, là. Ouais, Sammy, puis oui. Et c'est vraiment Ça me dit de quoi? C'est des non-histoires tout le long. C'est vraiment, on sort tout le long sur le fait que c'est vraiment l'être le plus pathétique du monde qui voit des enquêtes où est-ce qu'il n'y en a pas. Parce que Les Ananas de la colère, c'était quand même un roman policier. On pourrait comparer les deux, mais Les Ananas de la colère, c'est de quoi qui se peut. Tout se peut quand même. Les personnages, c'est très caricatural, mais c'est quand même des gens qui peuvent exister. Sammy ne peut pas vivre en société. C'est vraiment... c'est triste. C'est drôle, mais quand tu t'arrêtes 2 secondes, tu as quasiment envie de te coucher en petite boule par terre tellement tu veux pas finir comme ça. Puis c'est comme... C'est un cheap contrôlé. J'essaie de bien décrire ça parce que il se donne même pas la peine de nommer le chien comme du monde tout le long de l'album. Parce que des fois, elle l'appelle Sloopy-Goo, Scooby-Doo. Le chien, il change tout le temps. Il n'est jamais vraiment pareil non plus. On pourrait penser que c'est cheap, mais connaissant l'auteur assez horriblement ce qu'elle fait, elle joue un peu avec les codes des fanzines Chipoche pour nous sortir une compilation de BD semi-policière, semi-mystérieuse, d'un drôle impossible. Tu parlais que dans le fond, le chien parlait pas contrairement à Milou, mais dans le fond, c'est Milou après le Lotus Bleu. Là, à partir du moment où Tintin a du monde à qui parler, le chien arrête de parler, c'est pas trop long. C'est Scooby-Doo chien chinois. Et chinois. Ben oui, exactement. En plus, il change. Je t'ai dit, Guillaume, qu'il changeait d'une fois à l'autre. Oui. C'est peut-être même plusieurs Scooby-Doo chien chinois. Probablement, oui. Donc, BD de la pièce de théâtre de Fabien Cloutier pour réussir un poulet qui n'a rien à voir avec le poulet, mais si on se rappelle, l'an dernier, dans les BD coup de cœur, Tania, c'était Formica de Fabien Cloutier, de Fab Caro. Oui, et qu'est-ce qu'il y a sur la couverture de Formica? Un poulet. Un poulet. Donc, poulet. Pour une deuxième année de suite, une BD fait référence au poulet dans les coups de cœur. C'est une tendance quand même assez lourde. Ouais. J'ai déjà hâte à 2021. Donc, qu'est-ce que c'est pour réussir un poulet? Donc, c'est une adaptation entière de la pièce de théâtre. Donc, Paul Bordelot a pris le texte complet de la pièce de théâtre de Fabien Cloutier et il l'a adapté en bande dessinée. De quoi ça parle? Eh bien, c'est l'histoire surtout de Steven et Carl, qui sont deux poquets de la vie, des gars qui font des petites jobines là, pour essayer de survivre semaine après semaine pour nourrir leurs enfants.
font des petites jobines, ils ramassent des bouts de métal là, pour vendre ça pour des peanuts. Donc, on est vraiment dans la petite misère. La BD se passe à Québec et sur la côte de Beaupré. En fait, c'est Paul Bordelot qui l'a adapté comme ça, qui l'a adapté à Québec parce qu'au départ, la pièce se passe pas dans un lieu particulier. Mais Fabien Cloutier a habité proche des lieux où se déroule la bande dessinée, donc Paul Bordelot aussi. Donc, ça faisait beaucoup de sens que ça se passe à Québec. Ils font des petites jobines pour une espèce de truand qui est propriétaire de centre d'achat, le très bien nommé Mario Vaillancourt. Et là, ils vont de combine en combine. Et là, si on veut, la combine principale, qui est un peu loufoque, même si l'ambiance ne l'est pas, c'est d'aller chercher des huîtres, des caisses et des caisses, là, mais genre un nombre impossible de caisses d'huîtres à Caraquette pour vendre ça sur le site dans les commerces un peu partout. Et évidemment, ça ne va pas bien. Mais c'est toujours, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours dans la limite entre un peu de l'absurde. Je sais qu'Olivier, tu l'as lu aussi, fait que si tu veux commenter aussi, tu peux. Mais c'est à la limite entre l'absurde et le très réel. Parce qu'on sent vraiment quand même la misère de ces personnages-là. Là. C'est pas traité. Il n'y a pas de jugement non plus dans ce qu'ils font. Mais on sent vraiment quand même toute la détresse. On sent qu'ils sont vraiment mal pris. Ils sont vraiment dans le trouble. C'est pas comique du tout, mais les situations le sont. Tu sais. C'est ça, je peux prendre ça à deux niveaux. Là. Des fois, les textes, là, les personnages, effectivement, sont assez colorés. Puis les textes, des fois, c'est des énormités. Là. Tu sais, ce que ces gens disent là, ça n'a aucun sens. Ça va faire lever le poil. Mais de l'autre côté, quand tu lis ça de façon plus légère, ça peut être drôle aussi là, de voir cette exagération-là. Là. Tout à fait, parce qu'en plus, tout est écrit en langage parlé. Et c'est écrit très souvent comme Fabien Cloutier parle. Parce que bien souvent, là, on peut entendre Fabien Cloutier parler. Moi, j'avais vu sa pièce aussi, Scottstown, et son spectacle d'humour, et puis les chroniques qu'il faisait à la radio. Et on sent son débit. Là. On le reconnaît très bien, son débit. Et ça, c'est quand même assez incroyable. J'avais vraiment la voix de Fabien Cloutier souvent dans la tête pour beaucoup de personnages. Et donc, c'est ça. C'est une sorte de petites combines comme ça qui peuvent peut-être faire penser un peu aux frères Cohen, un peu dans le sens que ces personnages-là, si ils ont le choix entre deux décisions, là, une bonne et une mauvaise, c'est sûr qu'ils vont toujours prendre la mauvaise décision. Et c'est comme ça tout le long, jusqu'à la fin, qui est un peu comme si vous avez vu Scottstown ou Cranbourne, c'est un peu dans le même ton que ces pièces-là. Là. C'est-à-dire que justement, les situations sont un peu rocambolesques. Ils arrivent à la fin et là, c'est plus drôle. Pantoute. La fin, là, c'est pas drôle, là, mais pas une seconde. Là. Ah non, effectivement. Aucun bon sens comment c'est pas drôle. Au début, tu peux prendre ça avec légèreté, mais à la fin, tu es obligé de constater que c'est de la misère humaine. La fin, là, c'est vraiment une grosse claque d'en face. Et voilà, c'est assez déroutant tout ça. Là, j'ai beaucoup parlé de l'histoire. Mais il y a, évidemment, ce qui est intéressant dans cette BD-là, c'est que c'est une adaptation d'une pièce de théâtre. Et donc, c'est Paul Bordelot qui a mis ça en scène. Et c'est très bien fait. Paul Bordelot, c'est un des BDistes québécois dont on n'avait pas encore parlé à l'émission. On a fait quand même le tour de pas mal de BDistes et on n'avait pas encore parlé de Paul, qui est une personne très sympathique et qu'on aime beaucoup, mais on n'avait pas encore parlé de lui. Très beau style, évidemment. C'est un gars qui a beaucoup de métiers, ça paraît. Sa mise en scène, c'est très dynamique. Évidemment, lui, la pièce de théâtre, je pense que c'était une scène avec des chaises. That's it. Lui, évidemment, il a pu faire ce qu'il voulait dans l'adaptation en bande dessinée. Son dessin, qui est un style que j'essaie de trouver tout à l'heure, comment je qualifierais ça. Je dirais du Michel Rabagliati lousse. Hein, il y a un peu. Oui, c'est bien trouvé. Oui. Mon passé de caricaturiste paraît un peu, c'est-à-dire qu'il y a une facilité de synthétiser un peu les personnages. Mais c'est un peu à la. Rabagliati, c'est un peu ça aussi. Hein, c'est très simplifié, tout est très simplifié, mais en même temps, c'est hyper précis. Donc, Paul Bordelot, lui, c'est plus dans c'est fluide, là, c'est lousse. Là, mais les personnages, des fois, ont un peu le même genre de pif, si je peux dire. Et donc, c'est en noir et blanc avec un peu de teinte de bleu. Évidemment, comme c'est une adaptation d'une pièce de théâtre, la fin, justement, la fin très tragique dont on parle,
Moi, c'est le truc qui m'a un peu dérouté aussi dans la forme, parce que la fin fait très pièce de théâtre aussi. L'adaptation en BD de la dernière scène, c'est vraiment une fin de pièce de théâtre. C'est comme si ça se peut plus ou moins là, dans l'univers qu'on nous a présenté. Là, on a vraiment une fin de pièce de théâtre. Mais voilà, une lecture déroutante. Lecture coup de poing. C'est drôle, pas drôle. C'est toutes sortes d'affaires en même temps. Donc, ça ne laissera pas personne indifférent, cette expression qui veut tout dire et rien dire en même temps. Donc, voilà pour moi. Mais après Pour avoir lu réussir ça, un poulet. François, Oui, après avoir lu ça, est-ce que oui, tu oui. serais capable de réussir un poulet? Je ne penserais pas. J'ai pas regardé. Écoute, quand j'ai terminé la dernière page, j'ai comme remis le livre sur ma table de chevet. Je ne l'ai pas rouvert. Peut-être que les 3-4 dernières pages, là, il y a une recette. Je n'ai pas regardé s'il y avait une recette de poulet à la fin. J'en ai Je fait pense un pas. aujourd'hui. Puis, Ben, je pourrais faire une BD, là. OK. Ben, c'est genre 4 heures dans la mijoteuse. Ouais, ben, ça, c'est ta Ça serait première plate, scène. Ça, c'est ta première scène. Après ça, qu'est-ce qui arrive? Défait le poulet. C'est pas mal ça. Genre, j'ai pas Ah, mais là, tu as encore skippé. Ça, c'est étoffé ta mon... fin. Là. Quoi? Tu défais le poulet, puis à la fin, tu le manges. Ouais. Fait que ça te prend au moins 3 actes. Là. C'est, ouais, comment faire un poulet à la mijoteuse en 3 actes. Parce que moi, Ouais. qu'un livre s'appelle Comment faire quelque chose, je suis content de savoir faire ce que je suis supposé savoir faire en le lisant. J'ai lu un livre de Denis Laferrière où est-ce qu'il m'a appris à faire quelque chose de très particulier. Mais t'es-tu Ouais, fatigué? Je suis pas fatigué du Ok, tout. bon, c'est Ah, bon. Ah, super. crime! C'est un Je bon voudrais manuel. je voudrais Oui. quand même, François, dire que tu l'as souligné, le travail de Paul, là, c'est super. Ça se passe à Québec, puis sur la côte, comme tu l'as dit, la côte de Beaupré. Puis les gens qui sont bien, qui vont lire cette BD-là, puis qui veulent s'y attarder, qui connaissent ces endroits, là, il y a vraiment plusieurs lieux qu'on peut reconnaître, là, qui sont très bien livrés, à mon avis. Là. Fait que ça, c'est super intéressant de voir ça, là, ce travail-là. Il y a Ouais. plein de lieux bien connus de la ville là, qui Ouais. sont vus dans la BD. Entre autres, Nina Pizza sur la rue Saint-Anselme, mais le trafic n'est pas du bon bord. Le sens unique n'est pas du bon bord. Mais ça, c'est correct. C'est une liberté. C'était peut-être une journée spéciale. Là. Puis ça, ils voyagent beaucoup entre Sainte-Anne de Beaupré et Québec. Ouais, on voit le cyclorama aussi. Ouais, c'est une demi-heure, c'est pas si pire. Ça se fait bien. Alors voilà pour ma recette, mon livre de recettes. Maintenant, Tania Beaumont et ses oies pondantes, dont Ouais, une est malheureusement décédée. ben, c'est un peu comme ta BD, là. La fin était déroutante de mon offrande. Puis pour boucler la boucle, moi, j'ai un peu l'impression de faire un mélange entre la proposition, le coup de cœur d'Olivier et celui de Guillaume avec les mystères de Uptown, l'ermite maudit. C'est le tome 2. Le premier tome, c'était l'affaire des hommes disparus. Et on n'est pas nécessairement obligé de l'avoir lu pour comprendre l'histoire comme il faut du deuxième. Par exemple, le premier tome est tellement bon qu'il ne faudrait pas s'en empêcher de le lire. Les mystères de Uptown, c'est une histoire de Chris Burton, qui est en anglophone, et Alexander Forbes. C'est une traduction de Alexandre Fontaine-Rousseau, qu'on aime bien aussi. Donc, il a fait un très bon travail chez Papard de cette traduction. Et d'ailleurs, le premier tome est dans la sélection Fauve Polar SNCF à Angoulême. Donc, Et non, c'est... et non pas la sélection fauve SNC Lavalin. Non plus! Quoique, C'est pas ils ont peut-être pareil. donné de l'argent pour... On ne sait pas. On ne sait pas, mais quand même une grande distinction, même d'être en sélection. Ça vous montre à quel point c'est bon et c'est dans une ambiance de... En fait, j'ai envie de vous lire sur le site de Papa, il y a, vous savez, les fameuses citations de gens là, critiques là, qui ont dit des choses et il y en a une qui me rejoint. Le suspense frôle l'horreur par moment, l'affaire des hommes disparus,
l'affaire des hommes disparus nous garde en haleine tout au long des 300 pages de l'ouvrage. Et ça a été dit par moi-même dans un autre média, donc ça me rejoint vraiment comme commentaire. Et, On sait bien, dès que t'es cité, toi. C'est ça, c'est de l'autocitation. Ça. Ben, je préfère me citer moi-même que les autres le fassent et me le déforment. Pourquoi c'est si intéressant que ça? Parce qu'on suit les aventures du club de détectives amateurs de Uptown et c'est une gang d'adolescents qui vont à l'école et qui se réunissent dans l'auditorium, là, je pense. En tout cas, ça ressemble vraiment à l'auditorium dans lequel nous, on se réunissait, pas pour résoudre des mystères, là, mais au séminaire de Chicoutimi. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il y a un petit mélange de... Represent. Yeah! De Scooby-Doo, parce qu'on a des jeunes qui mènent l'enquête, mais un peu aussi de Archie, mais plus Riverdale, là, parce qu'il y a un côté assez sombre là-dedans, et plusieurs aussi disent qu'il y a un petit mélange de Twin Peaks, mais je n'ai pas ce référent, donc je ne m'avancerai pas là-dessus. Les Intrépides? Ouais, non. Non. OK. C'est en plus une gang. Les Intrépides, Ah, OK. deux, c'est un duo. Ben, c'est une gang. Et c'est... ouais, La plus petite gang possible. Ah oui. Et c'est la gang de Dana Nance qui est le cerveau et la présidente de l'opération. Mais cette fois-ci, Dana a besoin de repos après les aventures du premier, part dans le sud avec son père. Et c'est Pauline, qui fait aussi partie du club de détectives amateurs, qui va être envoyée à Naughty Pines, qui est une espèce d'école d'hiver où on forme l'élite de Uptown. Donc, on prend les jeunes et c'est une formation. Donc, on dort sur place et c'est vraiment isolé, là, tout en haut d'une montagne. Et on a pris certains jeunes pour les envoyer là-bas. Et c'est bizarre parce que c'est Dana qui devrait y aller. Normalement, on forme l'élite, c'est elle qui est brillante. Et Pauline ne sait pas trop pourquoi elle se ramasse là-bas. Il y a un autre garçon qui est dans le club des détectives amateurs qui va être là aussi, Brennan Hale, qui lui a été choisi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la narration, c'est Pauline qui va écrire ce qui se passe à Dana. Elle lui écrit une lettre et lui envoie dans le sud, donc pour qu'elle puisse venir l'aider parce que ça se passe pas comme prévu et Pauline se rend compte très, très rapidement qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Oui, on les forme tranquillement, mais on les empoisonne peut-être, on leur force à faire des choses, ce qu'on leur montre, c'est vraiment bizarre. On les oblige à être vraiment très, très formatés, à se choisir un compagnon masculin. Donc, tout ça est vraiment très, très, très bizarre. Et Pauline, donc, va essayer d'élucider le mystère. Mais là, à travers tout ça, il va y avoir un peu de fantastique. Il va y avoir... si dans le premier, on était un peu vers l'horreur, là, on est vraiment beaucoup plus dans le fantastique et on a encore ce suspense-là qu'il y avait dans le premier. Et moi, je l'ai lu en numérique, ce qui fait que je te faisais aller je te spinais ça là, sur le iPad parce que j'avais envie de savoir ce qui se passait. On est vraiment captif de ces histoires-là, autant le premier que le deuxième, l'Ermite maudit. Et moi, j'aime pas tant que ça le suspense. J'aime pas l'horreur, j'aime pas avoir peur. C'est pas des émotions avec lesquelles je suis bien, mais là, j'étais vraiment pris, puis quitte à des fois passer plus vite sur des images que j'avais pas envie de trop regarder, il y en a d'autres sur lesquelles on a vraiment envie de s'attarder parce qu'il y a tellement de détails, tellement d'émotions dans les personnages qui deviennent un peu entre humains et beaucoup d'autres choses. Donc, il faut vraiment s'attarder à la composition des personnages. Et vraiment, là, moi, je suis passée à travers comme si de rien n'était, comme si je regardais un film, mais ça me demandait quand même l'effort supplémentaire de lire ce qui se passait. Mais vraiment, encore une fois, là, moi, j'ai été tellement bien surprise de l'Ermite maudit, les mystères de Uptown qui ne seront, d'après moi, pas terminés parce qu'on n'a pas tout élucidé, puis il se passe encore des affaires bizarres à Uptown en Nouvelle-Écosse. Mais vraiment, là, 2 BD à lire. Donc, ça veut dire que sur ton iPad, en ce moment, il y a des grosses traces de sébum de doigts à tout à la même place? Oui, exactement. Exactement. Là, je faisais comme les swipe up. Ah oui, swipe par en bas, je me rappelle pas. Mais, je sais pas. Je pense que c'est sur le côté. Ça dépend. Non, ouais, par en haut. Pour faire descendre la BD. Ah oui, ça dépend de ton logiciel. Ouais. Dans photo. En tout cas, peu importe. C'est pas important, ces affaires-là. Ça va être ta citation, Tania. J'ai pas pu arrêter de swiper up. Voilà. Pour la Tania Beaumont, E égale RG2.
Alors voilà, c'est nos quatre coups de cœur, nos 4 BD coups de cœur de l'année 2020. Je rappelle que c'est pour Olivier Morissette, Alice de Jake Dion et Patrick Sénécal, Guillaume, Les enquêtes de Scooby-Doo de Caton. Pour moi, c'est Pour réussir un poulet de Fabien Cloutier et Paul Bordelot. Et pour Tania, Les mystères de Hoptown de, je ne me souviens plus le Chris nom Bertin des auteurs. et Alexander Forbes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver des liens communs entre chacune de nos BD coups de cœur. Et justement, je ne l'ai pas dit au début de l'émission, mais qui sait peut-être qu'une de ces 4 bandes dessinées, il y a même des fortes chances qu'elle se retrouve récipiendaire du Gogno d'or 2020. Parce que ça fait déjà 2 ans qu'on fait ça. La première année, c'était, j'ai un blanc, voyons, de Fab Caro, là, et si l'amour s'était aimé, donc de Fab Caro. Et l'an dernier, c'était La Pitoune et la Poutine de Xavier Cadieux et Alexandre Fontaine-Rousseau, justement. Donc peut-être qu'une de ces 4 BD, il y a même des fortes chances qu'elle se retrouve le Gogno d'or 2020. Et donc voilà, on va trouver des similitudes grâce au grand Gogno Quiz et on va également trouver à la fin est-ce que cette BD est une bonne alternative à Tintin? Donc, on va le savoir grâce au taux total Tintin de chacune de ces BD. Donc, on commence avec la première question, le grand classique des classiques. Y a-t-il une mention de l'allégorie de la caverne? Ben, pour moi, il n'y en a pas, mais Alice, tout de même, descend sous terre pour aller prendre le métro et trouver un quartier reclus dans lequel il n'y a pas de morale. Donc, on n'est pas loin, mais on n'est pas là. Dans les enquêtes de Scooby-Doo, Sammy, c'est un personnage qui s'est mentalement isolé quasiment de la civilisation, qui vit seul avec son chien et qui est complètement déconnecté de la réalité, à part des soudains élans de lucidité passagers qui ont l'air d'y causer une douleur métaphysique insoutenable. Donc, pour un album aussi épais, c'est surprenant de constater que c'est probablement la meilleure allégorie de la caverne qu'on a vue à l'émission jusqu'à présent. Ben écoute, je vais en rajouter, moi, parce que pour réussir un poulet, les 2 personnages sont quand même dans la grosse misère, là, sont vraiment au fond du trou. Là. Il n'y a aucune lumière qui leur parvient. Ça va pas très bien. Et je dirais que plus ça va et plus le trou se creuse. Donc, je pense aussi que c'est quand même une bonne version de l'allégorie de la caverne. Et moi, ça serait plutôt une anti-allégorie de la caverne parce qu'on connaît la réalité, mais on essaie d'en montrer une autre, de forcer les jeunes à devenir ce qu'ils ne sont pas. Donc, c'est comme l'inverse, une méta-allégorie de la caverne. Néga, je veux dire, pas méta, néga. Parce que Guillaume était méta, moi, c'est néga. Vous avez fait votre cours classique, hein, vous autres, avec votre grec. 2 ans de latin. Y a-t-il une citation de Marcel Proust? Moi, dans Alice, il n'y a pas de citation de Marcel Proust, mais il y a des citations de Nietzsche en Critch. Il y en a vraiment beaucoup. Le personnage d'Alice fait une petite fixation là, sur Nietzsche, là, puis il y en a pas mal. Du côté des enquêtes de Scooby-Doo, je dirais que non, mais Sammy, c'est le portrait craché de celui qui longtemps s'est couché de bonne heure. Il y a au moins ça. Non, moi non plus, bien ordinaire. Au niveau du Proust, non, il n'y a pas de Proust. Écoute, ces gars-là n'ont pas eu le temps de lire du Marcel Proust. Et dans ma BD, il n'y a pas de citation de Proust non plus, mais je peux vous lire une citation de Tania Beaumont, jeune journaliste culturelle, qui dit « Le suspense frôle l'horreur par moments. L'affaire des hommes disparus nous garde en haleine tout au long des 300 pages de l'ouvrage. » Ah ouais, Viens-tu bon. Toto name-droppé? 2 fois. 2 fois? 2 fois plutôt qu'une. Épouvantable. Première scène de meurtre, première scène de sexe. Oui, ben dans la liste, il y en a Oui. quelques-unes. La première scène de sexe se passe à la page 32. C'est du sexe en solitaire, mais ensuite de ça viendra du sexe en groupe et des meurtres aussi. Il y en aura un florilège. Donc, soyez avertis, ne laissez pas traîner cette BD sur la table à café s'il y a une garderie à proximité. Il y en a, comme diraient les Anglais, une cargaison de caca. Oui, Une Oh, ok. shitload. tout à fait.
pour Scooby-Doo. Le personnage éponyme, Scooby-Doo, est littéralement à poil à partir de la première page où on le voit, la page 7. Il y a probablement une clause dérogatoire parce que c'est un chien, on le pardonne. Sinon, on a Sammy en boxeur à la page 114, dans l'inévitable page à découper des personnages avec les vêtements assortis pour l'habiller. C'est que tu découpes les petits papiers et tu le colles avec les petits rabats, là. Sinon, côté meurtre, on n'en a pas en tant que tel. Mais, page 53, dans l'histoire La confession de Scooby-Doo, on a de sympathiques canins qui enterrent frénétiquement et sans aucun contexte un squelette humain. On ne sait pas pourquoi. Ça résume un peu le mood de l'album qui est vraiment tordant, mais surprenamment inquiétant. Dans mon cas, en fait, il n'y a ni un ni l'autre. Tu sais, au théâtre, des scènes de sexe, c'est un peu weird. Hein, c'est un peu. Ça se fait comme pas. Fait que, comme c'est l'adaptation complète de la pièce, telle quelle, il n'y a pas de scène de sexe. Il y a des scènes d'après, là, des scènes qu'on n'imagine que. Et scènes de meurtre, non. Il y a des scènes de tapochage. Il y a des scènes de. Il n'y a pas des scènes de tapochage, mais il y a des scènes où on fait mention que des gens ont été tapochés, mais on ne voit pas le tapochage. Moi, si je vous parle de la première scène de meurtre chronologiquement dans l'histoire, ben, je vous vends un punch. Donc, j'en parlerai pas. Et scène de sexe, il y a une volonté d'aller vers. Et c'est ça, on veut que les gens fassent. Ah, c'est bizarre. OK. Ben oui. Mais je peux comme pas, c'est ça. Non, non, C'est Il y a du mystère trop, là-dedans. Là. ouais, t'es pas obligé, là. c'est ça. Mais je vous le dis, là, mais pas tout. Est-ce qu'il y a un personnage avec qui vous iriez prendre une bière? Moi, c'est quand même les personnages sont particuliers, là, mais il y a un personnage qui s'appelle Verru, qui est un personnage qui refuse de bouger maintenant depuis 5 ans pour des raisons qui lui appartiennent et qui seront exposées dans l'ouvrage. Là. Mais un personnage assez intéressant qui se vautre dans la musique populaire française. Donc, ouais, il semblerait être un bon body à aller prendre une bière avec. Il y a tellement de personnages qui se peuvent pas dans les enquêtes de Scooby-Doo que c'est assez désagréable de prendre une bière avec sans que ça tourne au drame. Le seul qui se pourrait, ce serait le kidnappeur qui enlève le maire de la ville non déterminée pour une rançon de 100 $. C'est peut-être lui, ça se pourrait prendre une bière avec, mais c'est un kidnappeur. Ben, moi aussi, je serais un peu comme toi, Guillaume. J'irais prendre une bière probablement avec le truand Mario Vaillancourt, le propriétaire de centre d'achat. Pas parce que j'aurais besoin de me faire embarquer dans ses combines, mais juste parce que je voudrais juste qu'il me fasse des énumérations à la Fabien Cloutier pendant une demi-heure. Moi, j'irais sûrement prendre une bière. Ben, en fait, je ne sais pas s'il a l'âge, là, parce que c'est quand même des adolescents, mais avec Sam Finch. Un 7-Up. Un 7-Up, qui est peut-être un peu plus présent là, dans le premier tome des Mystères de Uptown, parce que dans l'affaire des hommes disparus, un des hommes disparus, c'est son père. Donc, je cherche à le retrouver avec le club des détectives amateurs de Uptown. Et ça finit pas super bien pour lui, mais il est encore en vie. Puis dans le tome 2, il donne quand même un sacré coup de main pour résoudre cette enquête-là. Et c'est vraiment un génie techno, là. Il fabrique des objets, des outils avec de l'électronique, électricité, puis tout ça, là. Fait qu'il est comme assez hot là-dessus. Puis il veut tellement chercher son père, il est tellement déterminé. Je me dis, si jamais il se passe de quoi dans le bar, d'après moi, il va comme essayer de me sauver, là. Je pense que c'est une bonne personne. Maintenant, est-ce que vous trouvez un parallèle avec votre propre vie? Olivier, j'espère que non. Non, pas beaucoup. En fait, c'est ça, non, je n'ai jamais habité à Montréal. Je n'ai jamais été du genre féminin. Et puis. Tu n'as jamais été pâtissier? Aussi, c'est ça, effectivement. Mais tu sais, c'est un récit un peu de quête de sens, là, puis un peu un récit initiatique. Là, fait que des gens peuvent trouver des parallèles avec leur vie, mais moi, j'en vois peu. Ben moi, j'ai déjà eu un chien quand j'étais ado. Puis je suis pas mal sûr, dans cette période-là, il y a dû y avoir une couple de journées où j'étais tout seul chez nous avec mon chien, où je filais pas pantoute. Fait que oui, gros parallèle avec les enquêtes de Scooby-Doo. Dans mon cas, un peu. Je suis déjà allé chez Nina Pizza. Je passe quand même une fois de temps en temps en face de l'école technique à Viron, sur Charest, qu'on voit. Je suis déjà allé à Sainte-Anne-de-Beaupré. Je suis déjà allé à Caraquette, mais j'aime pas les huîtres.
Et je fais un poulet quand même qui se défend, là, qui est quand même pas pire. Mais ça s'arrête pas mal là. Ouais, ben moi, je suis vraiment contente qu'il n'y ait pas de parallèle avec ma vie parce que je serais constamment terrorisée dans cette ambiance-là. Et c'est sûr que tu sais, la BD est en noir et blanc, mais ça donne aussi le ton, là. On a l'impression que la ville, en général, est en noir et blanc dans son âme, disons. Donc, je ne voudrais pas vivre là. J'ai pas vraiment envie de résoudre des mystères, là. Genre, je fais des jeux d'évasion, ça me va, là, mais après 1 heure, j'en ai assez de mystères, là. Tu sais, je voudrais pas passer plusieurs journées là-dessus. Et je ne faisais pas vraiment partie d'un club de détectives non plus. Donc, non, non, juste non. Oh, et j'en ai sauté une. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins? Moi, oui, là. Alice, bien évidemment, la protagoniste est un personnage féminin, mais sinon, elle veut rencontrer un personnage hyper important dans cette BD-là, puis dans l'univers de Patrick Sénécal, là, la Reine Rouge, qui, ben, elle aussi, là, hein, par son nom, est une femme. Puis, en fait, tous les personnages qui détiennent un peu de pouvoir dans cette BD-là, ben, sont des femmes, ce qui est quand même assez bien. Dans Scooby-Doo, très peu. D'habitude, dans les BD de Caton, il y a le girl power quand même assez fort, mais dans celui-là, les seuls personnages féminins parlants sont une Madame du Bingo et Nicole, la mère de Sammy. Et d'ailleurs, la dite mère, c'est une femme complètement dysfonctionnelle, ce qui est probablement un colossal. Ceci explique cela. Ça va mal, son affaire, pour lui. Moi, dans la BD, il y a deux personnages féminins. Il y a la sœur de Carl et sa mère, qui sont deux personnages quand même. Ne sont pas nécessairement directement liés à l'intrigue, ils sont un peu en parallèle, mais quand même, ils servent quand même à nourrir un peu l'ambiance de misère dans laquelle tout ça baigne. Moi, il y a assez de personnages féminins, en fait. Ben, comme je le disais, là, la présidente du club de détectives, Dana, c'est une fille. Bon, c'est sûr que là, elle est partie, mais sinon, l'aventure principale est faite par Pauline. Une des méchantes de l'histoire, c'est une madame, une adjuvante ectoplaste est aussi une femme. Donc oui, il y a vraiment, il y a pas mal la parité là, dans le club de détectives. Tu sais, il y a du haut de femmes, du haut d'hommes. Il y a Sam Finch aussi. Autant dans Les Méchants, c'est un couple qui tient la maison. Donc c'est pas mal paritaire et les femmes ont une place là avec des rôles de pouvoir et sont très brillantes. Ça, c'est cool. C'est des femmes brillantes. Est-ce que vous recommandez cette BD à votre mère? Seigneur, non. Quoi que vous faites, non. Ben, en tout cas, pas la mienne. Là. Peut-être que la vôtre, oui, là, mais moi, je ne recommande pas ça. Non, moi, je recommanderais ça à ma mère et à n'importe quelle mère. C'est très mom-friendly. Je sais pas. Je tente les deux. Je coupe la poire en deux. Je ne me commets pas ce soir. Moi, c'est pas mal toujours non, là, la réponse à ça. Puis ça risque de l'être encore aujourd'hui. Ça va l'être. C'est non. Pas parce que c'est pas bon, juste parce que, je sais pas, là, c'est pas vraiment son style. Mais il y a d'autres mères qui peuvent aimer ça, là, comme on dit. T'sais. C'est ça. Une mère n'est pas coutume, hein? C'est ça. Maintenant, l'accord BD breuvage. Qu'est-ce qu'on boit en lisant la BD? Moi, je vous ai trouvé un cocktail pour aller avec cette BD-là. Hein? C'est un cocktail qui s'appelle la Red Queen, en hommage à la Reine Rouge de cette BD-là. Alors, vous mélangez 3 onces de jus de canneberge, 2 onces et demie de gin de votre choix, 1 once et quart de liqueur de sureau, et puis le jus d'un demi-citron. Hein? Vous shakez ça dans le shaker avec de la glace et servez froid dans un petit verre en coupole. Ou sinon, si vous n'êtes pas du type cocktail, ben, un shooter louche dans un verre sale servi par une madame pas très habillée. J'ai trouvé comme pastille de saveur pour les enquêtes de Scooby-Doo la pastille canin et problématique. Ce serait à lire en buvant un Virgin Vodka Ketchup. Ben moi, j'ai fait un cocktail également avec 3 breuvages ou suppositions de breuvages qu'on a dans la BD. Breuvage que j'ai appelé le bordelot minéral. Donc, ça serait 50% bouillon de poulet, 50% sauce aux huîtres et 50% bière flat. Voilà. Salé. Moi, je suis allée avec de la bagosse, mais une bonne, tu sais, quand même, une bonne bagosse, parce que pendant que tu le bois,
T'as comme un stress, mais après, t'es content. Et finalement, donc, nouvelle catégorie pour le Gogno Quiz. Quel est votre taux total de Tintin et pourquoi, oui ou non, ça ressemble ou pas à Tintin? De mon côté, là, il n'y a pas beaucoup de parallèles à faire avec Tintin. Hein. Alice est un personnage solitaire qui évolue dans un milieu tout à fait déjanté, pour utiliser le terme trop utilisé. Donc, ouais, pas vraiment de lien à faire avec Tintin là-dedans. J'ai beau chercher. Je ne donne que 8 Tintin. Et ça, c'est pour l'utilisation de l'alcool qui me rappelait un peu celle du Capitaine Haddock. Ben, pour les enquêtes de Tintin, c'est un aventurier détective amateur avec son chien puis un professeur quelque part. Alors, c'est très, très, très tintinesque, mais si Tintin avait des sévères problèmes d'identité et de comportement, fait que je donnerais quand même un bien acceptable 60 Tintin. C'est moins que Far Out, selon toi. Ben non, il y a quoi qui ressemble plus à Tintin que Far Out, François? Commande, là. Surtout le Dôme 3. Oui. Hey. Dans mon cas, il y a un chien. Il n'est pas très présent dans l'histoire. Le poulet, si on se souvient, je crois que c'est dans l'île Noire. À un moment donné, il y a une madame qui mange, qui commande dans le train, qui commande un poulet au complet. Ça, c'est une madame. Vous irez écouter l'épisode. Il réussit, là. Oui. Elle commande un poulet au complet pour elle. Et Milou part avec. Là. Ça, c'est un détail. Mais donc, c'est probablement les deux seuls liens que je fais pour réussir un poulet. Donc, je donne un gros 2. La plus basse note ever. Moi, je fais quand même des liens. En fait, je vais dire tout de suite le chiffre. Moi, je vais donner 48 parce que c'est une enquête. Et c'est une bonne enquête qui commence au début de la BD puis qui se termine à la fin. C'est bien fait, comme Tintin. C'est bien fait. Il y a... c'est jeune. Tu sais, Tintin, c'est quand même... il représente là, la jeunesse. Là. On a quand même des jeunes qui veulent mener l'enquête et ben, on fait usage un peu autant de force que d'intelligence. Donc, c'est pour ça que je donne 48. Mais, vu qu'il y a des personnages féminins forts, ben, je ne peux pas aller de l'autre bord. Là. Je ne peux pas tomber dans la deuxième portion du 50, là, qui fait que ce serait plus Tintin que pas Tintin. Donc, voilà pourquoi 48. Tania Beaumont, Radio-Canada, Québec. Ben voilà, écoute, ça fait le tour. On vous a présenté donc nos BD coup de cœur de l'année 2020. On rappelle qu'une de ces bandes dessinées sera probablement le Gogno d'or de l'année 2020. Il va falloir débattre de tout ça, les amis. Il y a aussi un paquet de choses, évidemment, liées à EGLRG2 que vous pouvez faire si vous aimez l'émission ou si vous nous découvrez tout simplement. C'est-à-dire qu'on a une page Facebook qui est RGCKRL. Vous tapez tout simplement E égale RG2 et vous allez nous trouver très facilement. Là-dessus, il y a plein de choses. Il y a moins de choses depuis le mois de juillet parce qu'on n'a pas fait de nouveaux épisodes, mais bon, on rajoute du contenu à l'occasion. Donc, allez nous aimer, comme ça, vous allez savoir s'il se passe quelque chose avec nous. Vous allez le savoir sur cette page. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitter de deux façons. Tout d'abord, notre compte qui est le ERG2. Et également, on a un hashtag, notre célèbre hashtag, le hashtag MatraqueMolle. Et Olivier, c'est toi qui est en charge de la maintenance du hashtag. Oui. Comment ça se passe? Ça va super bien dans le hashtag. Là. On a changé le divan qui était dans le salon principal. Et puis là, les gens qui viennent visiter le hashtag là, maintenant peuvent être bien assis confortablement dans le hashtag qui est toujours maintenu à une température de minimalement 20 degrés Celsius. Même en hiver, là, c'est un hashtag à fréquenter, puis il y a de la place en masse, comme on le dit à chaque fois. C'est vrai que les springs commençaient à être lousses pas mal. Là. Alors, on s'est gâtés, là. C'est réclinable en plus, là. C'est vraiment un beau divan. Réclinable? Les démarches pour le coter en bourse, t'avances-tu? Oui, ça va pas pire, mais là, c'est ça, j'ai un petit écueil. Il va falloir faire une réunion des actionnaires là, bientôt pour gérer de tout ça, mais il y aura comme d'habitude, l'ordre du jour sera partagé au moins une semaine à l'avant. Si les gens qui veulent participer à la rencontre du board du hashtag. J'ai assez hâte qu'on puisse dire Nasdaq MatraqueMolle. Le hashtag MatraqueMolle est également valide sur toutes les autres plateformes de hashtag, mais surtout sur Instagram. On rappelle, envoyez-nous vos plus belles... En fait, c'est Tania qui demande ça. Envoyez-nous vos plus belles photos de MatraqueMolle. Non, moi, je demande aux gens d'envoyer une photo pendant qu'ils écoutent.
Oui, On veut voir l'ambiance là, dans laquelle ouais, c'est ça. les On gens... veut vos visages dubitatifs. Ouais. Donc, taguez vos photos de vous qui écoutez l'émission avec le hashtag MatraqueMolle. Vous pouvez également réécouter tous les épisodes depuis le début de 3 façons. Tout d'abord sur Apple Podcast, également sur Google Podcast et sur Spotify également. Depuis très peu, on est également sur Spotify, ce qui nous permet de savoir qu'on est écouté dans 13 pays. Oh yeah! Ça se peut quasiment pas. Et on a également un site web où vous pouvez retrouver tous les épisodes également avec les descriptions, les notes et plein de contenus additionnels. erg2.com. C'est quand même pas pire. On a commencé avec rien. Ouais. Maintenant, on est rendu avec un Un mini-empire. empire. Ouais. Sur lequel le soleil ne se couche jamais. Ben Un oui. petit conglomérat. Un glomérat. Un tout petit, c'est tout petit, tout petit. Ben voilà, c'est tout pour cet épisode de Coup de cœur. On va essayer, évidemment, on promet rien, là, mais je pense qu'on a une couple d'idées. Avance-toi Là. pas. Avance-toi pas. Non, mais Ah oui, vas-y. il y a Ça des- va on, te forcer. on a quelques idées. Là. Ouais, je nous mets ça, je vous mets on the spot. Under On a, pressure. on a quelques idées là, pour des prochains épisodes, peut-être un peu différents de ce qu'on fait d'habitude, un peu pour s'amuser pendant Ça le va être temps 4 autres personnes qui Oui. vont... Qu'on sait même pas c'est qui nous-mêmes. Donc, c'est ça. On va essayer de s'amuser un petit peu avec tout ça pendant le temps des fêtes. Hey, tantôt, j'ai même pas dit la pub, la pub de la mercerie Freddy Mercerie. C'est une référence au fait qu'il y a un des personnages dans Pour réussir un poulet qui aime beaucoup Queen. Ah. Mais beaucoup, beaucoup. Il aime beaucoup, beaucoup Queen. Même qu'à un moment donné, pour faire une des combines, il ne peut pas aller à un spectacle d'hommage à Queen. Et il est vraiment déçu de ça. Mm. Donc voilà le lien. Parce que souvent, on a des liens avec tout, mais celui-là était quand même assez pointu. Donc voilà pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit bientôt. Mon nom est François Manger, accompagné encore une fois ce soir de Tania Beaumont, Merci. de Guillaume Plante, Merci, à la prochaine. Olivier Morissette. Merci, bye! Alors moi, je vous dis merci, à bientôt, bon temps des fêtes et dormez prudemment.